Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et tous. Je m'appelle Marc Labiche, je suis le premier vice-recteur de l'université. C'est vraiment un honneur et un plaisir pour moi de vous accueillir ce soir. Je dois vous présenter les excuses de notre recteur, professeur Philippe Dubois, qui aurait vraiment aimé être là ce soir, mais c'était malheureusement impossible pour lui. C'est vraiment un vrai plaisir pour nous d'avoir cette soirée de Chaire des Francophonies en partenariat avec PEN Belgium. Ça nous semble vraiment important parce que à une époque où certains considèrent que les universités sont des repères d'intellectuels autoproclamés, il est probablement judicieux de se rendre compte que les universités ont arrêté il y a déjà bien longtemps des tours d'ivoire et sont plutôt, pour reprendre l'expression de notre recteur, des tours de guet pour essayer d'être attentifs à protéger la démocratie. Elle est fort malmenée, elle est malmenée à l'étranger, elle est menée dans de nombreux pays. Certes, il y a des pays où c'est nettement plus malmené que chez nous, mais malheureusement, on est bien obligé de constater ces dernières années qu'il y a des signes plus que préoccupants et finalement, très peu de pays peuvent se dire exclus de ces tendances. Malheureusement, on en trouve des signes peu ou prou à peu près partout. C'est c'est même très préoccupant. Et donc, dans un tel contexte, une soirée comme celle d'aujourd'hui, et vraiment, je remercie notre collègue, monsieur le professeur Engel, président de l'association de PEN Belgium, pour nous avoir donné cette possibilité de partenariat, et bien entendu notre conférencière du jour, madame Nicole Cage, qui est vraiment une des autrices qui porte ce type de message. Ça nous semble très très important de contribuer à ce type de partenariat, à ce type d'échange avec d'autres universités et d'autres collègues. S'il y a bien des thèmes pour lesquels il y a lieu que tout le monde se donne la main et essaie de contribuer, c'est bien celui-là. Tout à l'heure, j'ai essayé de chercher rapidement sur Internet, mais je n'ai pas retrouvé, pour vous dire la vérité. J'ai repensé en discutant ce sujet à une phrase de Mussolini. Alors ça peut sembler bizarre comme référence, oui, c'est un peu inattendu. Mais on m'a raconté un jour, mais c'est ce que j'aurais voulu vérifier l'authenticité de l'anecdote. Je ne vous garantis pas l'authenticité, c'est vraiment de mémoire. On demandait à Mussolini s'il voulait un livre, et il avait répondu « non, j'en ai déjà un ». Non, j'en ai déjà un. On lui proposait de lui offrir un livre, il disait non, j'en ai déjà un. Et donc, je trouvais, cette idée m'est venue comme ça, en pensant à la soirée que nous allions passer ensemble, et je me suis dit, effectivement, on oublie trop, on croit trop souvent que les universités sont uniquement des lieux où on apprend aujourd'hui des techniques, des technologies, des gestions quelles qu'elles soient, et qui suis-je pour... Je ne méprise pas du tout ça, je suis moi-même prof de gestion. Donc, c'est pas ça l'enjeu. Mais il est clair que les universités, ça doit être aussi des endroits où on fait des intellectuels non autoproclamés, mais qui portent un regard critique. Et donc, une soirée comme celle-ci est vraiment, bien sûr, tout à l'honneur de nos invités du jour, mais aussi, je pense, tout à l'honneur de l'université dans son concept de ce que doit être l'université. Et donc, vraiment, c'est avec un très grand plaisir. Alors, avant de céder la parole à M. Engel, je voudrais ici ajouter un mot important pour remercier l'équipe du MUMONS. Donc l'équipe du MUMONS, qui est notre structure culturelle, qui regroupe un peu toutes nos activités, qui fait un boulot absolument extraordinaire, cette soirée-ci en partenariat avec notre service communication, et qui nous permet comme ça d'avoir un grand nombre d'activités de tout type. Et donc, si on a la possibilité de vivre ce genre de soirée, c'est parce qu'ils font dans l'ombre un travail remarquable. On a pratiquement 3 soirées ou 4 soirées par semaine où il se passe quelque chose dans l'université. C'est plusieurs centaines d'activités qui ont été organisées l'an dernier, de tout type. Et donc, je trouve qu'il est juste de leur rappeler et de les en remercier. Voilà, je ne serai pas plus long. Je vous passe la parole et un grand merci pour cette soirée à tous. Merci beaucoup par rapport à l'anecdote sur Mussolini, comme on dit en italien, si non è vero è ben trovato. Bonsoir tout le monde. Effectivement, ce soir, c'est la deuxième séance de la chaire des francophonies que PEN Belgique organise avec
la quasi-totalité des universités francophones de Belgique, et je peux déjà vous annoncer que l'année prochaine, quel que soit le nom que prendra cette chaire, la 5e université, l'université de Namur, nous rejoint. Donc je suis très heureux d'avoir cette collaboration entre PEN Belgique et les universités, parce que si je suis devenu universitaire un petit peu par accident, j'ai toujours eu la conviction que l'université était là, comme vous l'avez dit, pour défendre ces valeurs de démocratie qui sont aujourd'hui particulièrement mal en point. Et donc je vous donne juste en 2 mots, je vous invite à nous rejoindre à Liège le 31 mars, où nous irons de l'autre côté de la francophonie, du côté de la Réunion avec Monique Séverin, et le 7 avril à Louvain-la-Neuve avec Jean-Luc Rahari-Manana qui vient de Madagascar. Donc on aura vraiment, à travers cette chaire des francophonies, couvert un champ de la francophonie qui est rarement celui que l'on entend, puisque aucune et aucun des 4 intervenants n'est européen. On a vraiment eu à cœur de faire comprendre que la francophonie, ce n'est pas qu'une vision un peu franco-française, et que c'est un vivier extrêmement riche, extrêmement vivant dans ses expressions, mais aussi dans ses sujets. Alors, Nicole Cage, que l'on reçoit ce soir, vient de Martinique, plus précisément le sud de la Martinique. Elle est la benjamine d'une fratrie de 10 enfants. Tu nous l'as confirmé tout à l'heure en voiture, en venant ici. Tu es formé en lettres, en espagnol, en journalisme, avant de devenir professeur de lettres et d'espagnol, et puis psychothérapeute. Au fil des années, tu as complété cette formation par la psychothérapie intégrative et les thérapies énergétiques. Je ne sais pas si tu en parleras ce soir, c'est très possible, en tout cas je le mentionne. Ce qui nourrit une pratique d'accompagnement où l'écriture devient un outil de soins et d'émancipation. Son œuvre, qui est profondément ancrée en Martinique, est ouverte sur le monde caribéen, africain, européen, latino-américain, et elle traverse tous les genres, poésie, roman, théâtre, nouvelles, contes, essais. Et dans cette œuvre, on y aborde des sujets contemporains qui sont souvent un peu, ou voire beaucoup tabous, la folie, la violence, l'héritage de l'esclavage, la domination coloniale, mais aussi les blessures intimes, avec une langue qui est à la fois sensible et combative et qui t'a valu plusieurs distinctions internationales, dont le prestigieux prix Casa de las Américas pour le recueil poétique Arc-en-ciel, l'espoir. Tu es aussi une femme de scène, créant des spectacles, paroles et musique, où se mêlent, comme on entend, la parole, la musique, le chant, la danse et les arts visuels. Tu es une écrivaine engagée qui, depuis de nombreuses années, anime des ateliers d'écriture et d'écriture-thérapie auprès de publics variés, des personnes en souffrance psychique, des femmes victimes de violences, des jeunes en insertion. Et c'est une manière de prolonger dans le réel les combats que tu mènes dans tes livres. Ton engagement se déploie aussi dans des réseaux internationaux, membre du World Poetry Movement et participation à de très nombreux festivals de poésie à travers le monde, mais aussi organiser des événements poétiques en Martinique. Tout ce parcours a convergé récemment dans un recueil qui a été publié aux éditions Ederne, dont le titre est « Du déracinement à l'irrésilience ». C'est un recueil de conférences, de billets d'humeur et d'hommages qui interrogent les traces de l'esclavage et du colonialisme dans les corps et les imaginaires antillais. À travers la voix d'une femme, d'une mère, d'une militante des droits humains et d'une grande écrivaine, ce livre propose une réflexion qui est à la fois politique et intime. C'est un appel à défaire les aliénations héritées pour retrouver individuellement et collectivement la force de tenir debout, non pas dans la résilience, qui est ce concept très à la mode et qui exige de nous de tout encaisser, mais dans cette irrésilience que tu as inventée pour dire le refus de se résigner. Et donc je te laisse la parole, Nicole, et je te remercie encore d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à toutes et à tous.
merci de m'accueillir ici, dans cette université, de m'accueillir en Belgique. Merci à PEN Belgique et à Asmodée Edern Édition. Par-delà la résistance, écrire pour se recréer. D'où parle ma voix? Elle ne parle pas de nulle part. Elle parle depuis une île, depuis une histoire, depuis une géographie, depuis un arrachement. Elle parle depuis un corps qui a hérité du silence, né de la plus grande stupeur de l'histoire. Elle parle depuis la Martinique, reliée organiquement à la Caraïbe et à l'Afrique. Elle parle depuis la Caraïbe, cet archipel de blessures et d'inventions, ce chapelet d'îles que l'histoire a voulu morceler et qui n'a cessé de se recomposer par la mer, par la terre, par la mémoire. Elle parle depuis l'Atlantique. L'Atlantique comme fracture, l'Atlantique comme tombeau aussi, l'Atlantique comme matrice. Car c'est là, dans ce ventre liquide, que s'est jouée la déchirure première pour mes ancêtres. Et c'est de là aussi que naît notre capacité à relier ce que l'on a voulu épars et morceler. Ma voix est une voix afro-caribéenne, chaotique, stratifiée, une mémoire faite de couches superposées, Afrique arrachée, Caraïbes imposée, Europe dominante, création improbable, inattendue. J'écris en français. Cette langue ne saurait être neutre. Le français fut langue d'école, langue d'ascension, langue d'autorité. En 1539, l'ordonnance de Villers-Cotterêts décidait de codifier la langue et d'en faire la langue officielle, la langue de l'administration, la langue de la justice et la langue nationale, langue d'autorité donc. Le français fut aussi langue de classement, d'effacement, de négation, langue d'assignation. J'écris en créole. La langue créole est une matrice d'oralité, puis d'écriture. C'est le lieu où le corps parle avant que la syntaxe ne s'impose. La langue créole est la mémoire qui ne s'est pas laissée entièrement disciplinée. Cette langue, née d'un frottement de l'histoire, de langues africaines à base lexicale française, de vocables aussi kalinago, les peuples premiers que les colons ont trouvés et qu'ils ont massacrés, mais quelques-uns ont survécu et ont transmis leur savoir, leurs savoirs ancestraux à ces Africains qui débarquaient, arrachés de leur terre. Donc le créole, c'est tout ça. Cette langue, c'est la mémoire qui ne s'est pas laissée entièrement disciplinée. Il y a en ce moment en Martinique un réalisateur béninois avec qui je travaille sur un documentaire et il me disait que parfois il ferme les yeux pour écouter le chant de la langue créole et qu'il reconnaissait des mots français, de la langue française, mais également des mots de plusieurs langues du Bénin, puisqu'il vient du Bénin, le Fongbe, le Yoruba, le Mina. Et même s'il ne comprend pas tout ce qui se dit, il se laisse porter par la musique de cette langue qui raconte une histoire contrainte. C'est dans cette oralité que ma voix s'est d'abord formée, dans la ronde du conte, dans le chant, dans les veillées mortuaires, dans la parole qui circule. Bambou, nous décrétons la mort de la littérature doudou,
et zut à l'hibiscus, à la frangipane, au bougainvillier. La poésie martiniquaise sera cannibale ou ne sera pas. Ainsi parlait Suzanne Roussy, l'épouse d'Aimé Césaire, Suzanne Roussy-Césaire, dans la revue Tropique. J'accepte, oui, l'augure du cannibalisme, en vertu duquel nous eûmes, et nous avons encore, à forger le métal incandescent, afin de lui conférer vie et forme nouvelle, inédite, singulière, chaotique. Et à quel prix parle-t-elle, cette voix aux accents multiples, au souffle kalinago, africain, français, hindou? Est-ce le prix de la mémoire, le prix du doute, le prix du regard des autres, le prix du refus de me conformer à l'injonction du silence et de l'oubli? En 2023, je me trouvais au Bénin, où j'ai été invitée à découvrir le petit royaume de Dédomé, dans la ville de Pomassé, non loin de Ouida. Étrangement, j'ai ressenti une forte connexion avec la reine fondatrice de ce petit royaume, Nandédo, une reine méconnue des Béninois eux-mêmes. Mue par une forte intuition et j'ose dire par une forte guidance, j'ai organisé avec l'aide du personnel du roi Dada Nonfoji Ganslego ce que les Béninois appellent une salubrité. En l'occurrence, il s'agissait du nettoyage de la forêt sacrée. Ce nettoyage de la forêt, machette en main sous le soleil cuisant, et le bourdonnement incessant des abeilles qui avaient élu domicile dans le faîte de l'Iroko sacré, nous a permis de mettre au jour le temple de Nandédo qui était complètement envahi par la végétation au point qu'on ne le voyait pas. Cela nous a aussi permis de dégager l'Iroko sacré qui avait été abattu par la foudre et qui était lui aussi complètement envahi par la végétation. Le roi me demanda solennellement d'écrire l'histoire de la reine oubliée, afin de les sortir, le royaume et elle, de cet oubli. J'ai, sans hésiter une seule seconde, répondu oui, et accepté donc cette mission de faire entendre la voix de Nandédo. Un an plus tard, le roi et ses conseillers me demandèrent, tout aussi solennellement, d'accepter d'être intronisée princesse de Dédomé. Quelle étrange chose, la royauté, quelque chose avec lequel je ne suis pas familière. Et pourtant, j'ai accepté. Par-delà l'aspect honorifique d'un titre princier, c'était surtout une responsabilité qui m'incombait, celle d'incarner la voix de l'absente. Le nom qui me fut donné à cette occasion, Namposi, lors de l'intronisation qui s'est déroulée pendant plusieurs jours pour culminer le 15 février 2025, donc il y a tout juste un an. Ce nom, par la puissance du symbole, me reliait davantage encore à elle. Son emblème à Nandédo, c'est une panthère. Et le nom qui m'a été donné, Namposi, signifie « la panthère qui était partie est revenue ». J'ai été donc désignée par le Conseil des sages du Palais royal de Dédomé pour incarner une voix antique, une voix plus ancienne que la mienne, la voix, le souffle de la reine Nandédo. Moi, née de l'autre côté de l'Atlantique, fille d'une histoire façonnée par l'arrachement du pays source, par la violence et la réduction en esclavage. Moi qui ne savais pas encore ce que les ancêtres semblaient déjà, et depuis toujours, savoir de moi. Et puis, dans mon parcours, il y a eu des moments, dans mon parcours d'auteur ou des lecteurs, des critiques, des institutions même. On parlait de mon écriture comme relevant de l'impudeur psychanalytique. Trop crue, trop frontale, trop dure.
Alors entre cette voix ancestrale que l'on me confiait et la voix impudique et brutale que l'on me reprochait, une question m'est revenue, que je m'étais déjà posée, mais qui est revenue avec une acuité plus forte. D'où parle ma voix et à quel prix? Car parler depuis cet héritage a un prix. Le prix du soupçon. Soupçon de légitimité, c'est le soupçon que se pose chaque auteur, chaque artiste à un moment de son parcours. Qui suis-je pour parler de cette mémoire? Qui suis-je pour porter cette voix ancestrale? Soupçon d'exagération. Pourquoi remuer toutes ces douleurs? Pourquoi aller réveiller ce passé? Pourquoi exposer ce qui devrait rester enfoui? Soupçon d'idéologie. Être classé, classifié, qualifié d'engagé, avec toutes les connotations négatives du mot. Être rangé, être réduite. Je vais l'avouer, je me suis sentie parfois atteinte par ces jugements, parce que le soupçon ne vise pas seulement les idées, il vise la personne. Il atteint l'endroit le plus fragile, la confiance que l'on a en sa propre voix. Et la responsabilité de devenir porte-voix. Mais j'ai permis à la blessure de devenir question, de devenir quête, de devenir cheminement. Si ma voix dérange, c'est qu'elle atteint un lieu en vous où vous n'aimez pas vous rendre. Un lieu miroir. Je n'ai pas étouffé, donc, cette voix. Je ne l'ai pas mise en sourdine, je l'ai approfondie. J'ai continué ma quête. J'en ai parcouru les méandres et les arcanes, en quête du sens de moi-même, en fomentation de ma légende intime, j'ai envie de dire, dont je n'ai pas cessé de souhaiter qu'elle devienne chant collectif. Mon corps s'est fait archive, matière, parchemin, portant une mémoire qui ne m'a pas été racontée. Une mémoire qui m'a été transmise par devers mes parents, mes ancêtres. Une hypervigilance permanente héritée. Une tension transmise. Une fatigue antique. Un courage aussi. Il porte une mémoire transmise sans récit, par les gestes, par les silences, par les chants, par les roulements du tambour, par les crispations. Aujourd'hui, l'épigénétique parle de transmission traumatique. Elle nous dit que le corps garde trace de tout ce qui n'a pas été symbolisé, exprimé, que la peur, que l'hypervigilance, que les traumas peuvent voyager d'une génération à l'autre. Mais nos aïeuls le savaient déjà, qui soignaient nos blesses en silence. Nous portons encore en nous la stupeur initiale, l'arrachement primordial, ce moment où le monde bascule et où plus rien n'est familier, où les repères s'en vont, où le chant du prêtre du Fa et de ses prières, où le nom de nos dieux n'arrive plus jusqu'à nous. Ce qui n'a pas pu être pleuré, hurlé, nommé, s'est inscrit ailleurs, dans le souffle court, dans la méfiance, dans la névrose, dans la manière de serrer les dents, dans les maux du corps, dans la violence circulaire. En ce moment, en Martinique, il y a des taux d'homicide records, essentiellement par armes à feu. Il y a une circulation incroyable d'armes à feu.
et de drogue. Dans l'injonction à oublier et à être fort. Mon corps, c'est souvent avant moi. Il se raidit à des échos que je ne peux dater. Il tremble à des violences que je n'ai pas personnellement vécues. Et c'est peut-être pour cela que j'ai appris, non pas à résister frontalement, mais à glisser, à utiliser ce que Édouard Glissant appelle l'art du détour. Marronner. On attend souvent de nous une résistance spectaculaire, héroïque, une posture d'affrontement. Là aussi, injonction. Mais les arts martiaux nous enseignent autre chose. Ils nous enseignent que l'on ne bloque pas le coup. On glisse, ou way, ou pas way. Déplacer l'énergie, déséquilibrer sans fracas. Quand on s'attaque à moi, je suis d'abord traversée, évidemment, par la colère. Puis je pleure et je me réfugie dans le silence. Je lèche mes plaies. Et puis, j'écris. J'écris davantage. Écrire davantage, créer davantage, chanter davantage, rendre le bruit de l'agresseur inopérant. Telle a été ma façon de marcher ma vie au milieu du chaos. Et je crois que c'est aussi celle de mon peuple. Marcher ma vie, ça a signifié parfois marcher à contre-courant, sortir des chemins tracés pour emprunter des chemins de traverse, marronner, c'est-à-dire me rendre invisible là où l'on m'attendait et porter ma présence, mon existence, dans un ailleurs inconnu de et supposé inaccessible par mes geôliers ou mes ennemis, fussent-ils symboliques. Les marrons, ce sont ces esclavisés qui s'extrayaient de la plantation, de l'habitation coloniale, et qui se réfugiaient dans les bois, et qui, depuis ces bois, menaient des expéditions pour se nourrir, mais aussi pour organiser la révolte. Et ils étaient en lien permanent avec ceux qui étaient restés. Ils échangeaient les informations pour la survie et pour plus tard l'organisation du combat. Enfant, quand l'on me punissait, quand je trouvais les grands injustes ou les camarades de classe ou de catéchisme trop méchants, je marronnais par l'imagination, craignant trop mes parents pour envisager les conséquences d'une fugue. Je m'imaginais disparaissant de leur vue et marchant, pendant des jours et des nuits, dans les embas-bois du pays, ou embarquant incognito sur un bateau pour n'importe où ailleurs. Quand ce prêtre lubrique, père untel, farfouillait dans mon innocence, je marronnais en esprit, espérant rencontrer Dieu et que Dieu ait pitié de ma misère. J'ai marronné en démissionnant de l'Éducation nationale, en créant Cimarron et Diprod, les éditions rebelles et plurielles. J'ai marronné en de nombreuses autres occasions. Marronner, pour moi, cela a toujours signifié m'extraire d'une réalité insoutenable, non pour la fuir, mais pour mieux la combattre, depuis l'extérieur, ou et pour créer, à partir de rien, la nouvelle réalité que j'appelais de mes voeux, une réalité aux couleurs de mon utopie. Cependant, je n'ai jamais cessé d'appeler de mes voeux ce temps où mon peuple et moi n'aurions plus besoin de marronner. Je vais vous lire un extrait d'un texte qui s'appelle « Marronne jusque à quand » et qui est paru dans le recueil Splash. Un jour, il faudra bien cesser de résister pour ne faire que vivre. Vivre ce qui vivre se doit, ce qui vivre se peut. Vivre toute la vie, n'en déplaise aux blesses, mapian, pian, malcadie, mauvais gestes, mauvais rêves. Oui, il faudra bien un jour cesser de marronner
de résister, de se fondre dans l'ombabois, de se dissoudre en fétaille monne. Un jour, il faudra bien prendre le cri à bras le corps et décider de ce que nous en faisons. Un jour, il faudra bien prendre notre amour au creux des mains et lui demander pardon d'avoir si bien failli à nous aimer nous-mêmes, d'avoir si bien échoué à respecter et honorer qui nous sommes, d'avoir si bien appris l'art de la désaimance de nous-mêmes. Oui, un jour, il faudra bien nous aimer assez pour nous donner le droit de vivre et d'exister sous un soleil claquant au vent, comme le seul drapeau digne de notre insolence recouvrée. Un jour, il faudra bien se mettre debout sous l'ardent soleil de la liberté. Je rends hommage, grâce et honneur à tous les marrons et toutes les marronnes qu'a porté notre Caraïbe. Mais j'aspire à ne plus avoir besoin de l'être. Comme je choisis l'irrésilience, l'insolence fondamentale par laquelle je repousse pour mon peuple le hochet de leur résilience. Cette résilience en vertu de laquelle on a tenté de nous imposer une paix sociale à bon compte. Alors, l'irrésilience. La résilience, popularisée notamment par Boris Cyrulnik, a permis de penser la reconstruction après le traumatisme. Elle est précieuse. Mais ce qui était une capacité, une ressource intime, est devenu, dans certains contextes, une prescription collective. Vous avez survécu, alors oubliez le passé, continuez à tenir. La résilience, instrumentalisée, a pu devenir une morale de l'endurance. Dans des sociétés marquées par l'esclavage et la colonisation, elle peut servir d'apaisement de façade. Tournez la page, oubliez tout ça, devenons tous créoles. Sans toutefois interroger les structures qui prolongent ce passé, interroger cet héritage qui continue de se perpétuer. Le concept de résilience a pu être utilisé comme une sorte d'amnistie morale, sans inventaire préalable. Or, comme l'écrivait James Baldwin dans Chronique d'un pays natal, seul le passé peut donner une cohérence au présent. Et il conservera d'ailleurs toute son horreur, tant que nous refuserons de l'inventorier honnêtement. C'est pourquoi ce mot m'a été donné, l'irrésilience. L'irrésilience n'est pas le déni de la blessure, elle est le refus de s'y réduire. Elle consiste à déplacer le centre de gravité. Ne plus organiser notre récit autour du traumatisme, mais autour de la puissance créatrice. Oui, nous avons été forts. Oui, nous avons résisté. Mais tenir et résister n'est pas guérir. Guérir suppose autre chose. Guérir suppose d'ausculter la blessure, d'arpenter la blesse, de reconnaître la transmission sans la laisser gouverner, de symboliser ce qui fut indicible. Si le trauma peut se transmettre, alors la réparation aussi peut se transmettre. Et c'est en cela que la recherche épigénétique est porteuse d'espoir. Et je crois profondément que la création artistique est l'une des armes miraculeuses, pour citer Aimé Césaire, une des armes miraculeuses possibles de cette création, de cette réparation. Écrire n'est pas seulement produire un texte. Écrire, c'est symboliser ce qui ne l'a pas été. C'est donner forme à ce qui restait informe. C'est déposer dans la langue ce que le corps portait en silence. Lorsque j'écris, je ne raconte pas seulement. Je transforme une mémoire subie en mémoire pensée, une blessure muette en paroles articulées, une honte intériorisée, en dignité exposée.
La création devient alors un acte de réparation symbolique. Non pas une réparation magique, mais une réparation active, organique. Et ce travail ne vaut pas seulement pour moi. Car si le trauma peut circuler d'un corps à l'autre, alors la parole aussi peut circuler, la conscience aussi peut circuler, la guérison aussi peut circuler. C'est ainsi que mon « je » devient un passage vers le « nous ». Et l'irrésilience est ce geste-là. Elle est un acte de guérison transgénérationnelle. Non pas en effaçant le passé, mais en cessant de l'habiter comme une cicatrice ouverte. Elle consiste à transformer la mémoire en matrice, à faire de la blessure non plus un centre, mais une source. Et l'irrésilience ne s'arrête pas à l'intime. Elle est aussi un acte politique. Elle refuse que notre dignité soit réduite à notre capacité à encaisser, à oublier, à pardonner. Elle refuse que notre force soit instrumentalisée pour maintenir l'ordre établi. Elle refuse que la paix sociale se fasse au prix de l'amnésie. Elle affirme : nous ne sommes pas seulement celles et ceux qui ont survécu. Nous sommes celles et ceux qui créons, qui inventons. Et créer, c'est déjà gouverner autrement son destin. Un jour, il faudra bien cesser de résister pour ne faire que vivre. Nous avons résisté. Nous avons écrit nos pages d'histoire, parfois irriguées par le sang et le souffle de nos ancêtres méritants. Nous voilà, nous qui étions appelés à disparaître 20 fois, 100 fois, 1000 fois. Nous sommes là, vivants et debout. Mais dans quel état intérieur ? Écorchés à vif, névrosés, schizophrènes. Et peut-être est-ce là une clé pour comprendre notre état intérieur. Lorsque je dis nous sommes là, mais dans quel état ? Je ne parle pas seulement d'une pathologie au sens clinique. En Martinique, nous avons des taux de cancer. Nous avons un certain nombre de maladies héritées de cette histoire. Lorsque je demande dans quel état sommes-nous, je parle d'une fatigue héritée, d'une fragmentation intime, d'un peuple sommé d'être vaillant sans avoir eu le temps de se réparer. Nous avons été forts, mais tenir n'est pas guérir. Et c'est précisément là que l'irrésilience devient nécessaire. L'irrésilience, c'est habiter le soleil sans se cacher dans les bois. C'est créer, inventer, s'inventer, se recréer. Et pour finir, comment ne pas une fois de plus citer Aimé Césaire qui demandait « Qui et quels nous sommes ?» Admirable question. Notre identité ne nous a pas été donnée. Elle se crée, chemin faisant. Du jeu assumé peut naître un nous plus conscient, plus généreux. Nous ne sommes pas condamnés à répéter. Nous sommes capables de crier, de rompre la fatalité, d'interrompre la chaîne invisible. Créer, c'est dire à celles et ceux qui viendront après nous, vous n'hériterez pas seulement de nos blessures. Vous hériterez de notre courage de les transformer. Nous avons reçu un héritage d'arrachement, d'indignité. Nous pouvons transmettre un héritage de conscience. Nous avons reçu le silence. Nous choisissons de transmettre la parole. Nous avons reçu la peur. Nous choisissons de transmettre la dignité. L'irrésilience, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas pardonner à la place de l'histoire. Ce n'est pas effacer. C'est choisir de ne pas être gouverné par ce qui nous a brisés. C'est choisir la lumière, non par naïveté, mais par décision. Et peut-être qu'au fond,
par-delà la résistance, il ne s'agit pas seulement de survivre, il s'agit d'habiter pleinement la vie. Mon je n'est pas une frontière, il se veut passage vers le nous réconcilié. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nicole. J'imagine qu'il y a, si tu es d'accord, qu'on a un échange. Si vous avez des questions, je vais peut-être poser la première pour Louis-Éric. Vas-y. Moi, je faisais le lien entre ce que tu dis et quelque chose que j'ai beaucoup creusé aussi par rapport à une autre tradition, qui est la tradition juive dans laquelle je m'inscris. Tu parlais de cette résilience qui a été un outil magnifique, mais qui est imposé maintenant comme presque une nécessité. On est obligé d'être résilient. De mon côté, on a beaucoup parlé du devoir de mémoire, qui a été très important et qui est devenu maintenant quelque chose d'extrêmement pesant et d'extrêmement qui bloque la mémoire du côté de la mort. Et moi, ce qui me semble important, et le lien que je faisais avec ce que tu dis, c'est pour moi ce qui est important, c'est de substituer le devoir de mémoire, substituer le désir de mémoire au devoir de mémoire. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne chez toi est-ce que tu ferais un parallèle entre ton irrésilience et ce que j'appelle le désir de mémoire? J'aime bien cette expression, le désir de mémoire. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce film sur lequel je travaille avec un réalisateur béninois, et il s'intitule « Plus fort que l'oubli ». Il est né d'un texte que j'ai écrit, que j'ai commencé quand je suis allée pour la première fois au Bénin en 2008. Et je suis allée en innocence, j'étais invitée pour une rencontre internationale de poésie. Et j'y ai eu ce que j'ai appelé mon séisme d'Afrique. Quand des déportés d'Afrique retournaient sur le continent, ils parlaient de ce choc, et je trouvais que c'était romancé, que c'était un peu exagéré, jusqu'à ce que j'ai moi-même ce séisme d'Afrique. Je suis arrivée à Cotonou, et après la première nuit, je me suis mise à pleurer pendant des heures. Je pleurais, je ne savais pas pourquoi je pleurais. Et l'apaisement est venu quand j'ai accepté de dire à haute voix « Je viens d'ici ». Je ne cherchais rien. Mais c'est comme si la mémoire m'avait été restituée à travers ces larmes. Et donc j'ai parcouru la route de l'esclave avec le meilleur guide qui soit, le professeur Noureini Tidjani Serpos, qui est un auteur, qui est un critique d'art, qui à l'époque était directeur général adjoint de l'UNESCO, en charge du département Priorité Afrique, et qui est à l'origine de ce parcours historique de la route de l'esclave, qui aujourd'hui devient touristique, mais en tout cas l'intention c'était d'en faire un parcours historique. Et j'ai fait ce chemin depuis la place Chacha, où on vendait mes esclaves, mes ancêtres, et jusqu'à la plage du non-retour, pieds nus. Et ça n'était pas un devoir, c'était quelque chose qui s'est imposé à moi. Et le titre de ce livre, on parlait tout à l'heure à quel moment le titre arrive. Le titre est arrivé là. Je ne savais même pas encore que ça serait un livre, mais c'est ça, plus fort que l'oubli. La mémoire, elle est là. Malgré toutes les tentatives d'effacement, malgré tous les efforts pour nous tenir éloignés de ce que j'appelle le continent source, le pays source, quelque chose d'organique était là, qui passait par mon corps et qui me rappelait que rien n'avait été oublié, que rien n'avait été effacé, que ces cadavres qui jonchent l'Atlantique, les cadavres de ceux qui préféraient se jeter par-dessus bord plutôt que de subir ce qui les attendait ou ceux que l'on jetait pour cause de rébellion,
eh bien, ils continuaient, ils étaient là. Et quelque part, là aussi, ils avaient besoin que le voyage soit fait en sens inverse pour restituer leur voix engloutie par l'Atlantique. Donc, je crois que je suis une libertaire et que les injonctions, quelles qu'elles soient, que ce soit celle de la résilience, que ce soit celle du devoir, effectivement, ne me parlent pas. C'est vraiment l'important pour moi, c'est cet élan, ce désir, effectivement, dont tu parles, de se laisser traverser, de se laisser habiter par cette mémoire qui est là, de lui ouvrir la porte quand elle pointe du nez, quand elle réclame quelque part. Et effectivement, comme le dit James Baldwin, comment se connaître, comment se trouver si on ne sait pas d'où l'on vient. Donc c'est une nécessité, mais qui relève de l'intime. Pour moi, tout part de l'intime. Et ça n'est pas du narcissisme. C'est vraiment, quand je regarde mon peuple, je me dis, chaque Martiniquais qui va décider de travailler sur lui, qui va se faire accompagner, ça sera ça de gagner pour le pays. Et je crois fermement à ça. Je crois fermement à l'importance je parlais de légende personnelle tout à l'heure, de légende intime, de vivre sa légende pour que le collectif puisse se guérir aussi à travers chaque guérison individuelle. Oui, je voulais savoir, là, c'est une question peut-être un peu plus lointaine de ce que vous venez de dire, mais quelle distinction vous opérez, vous établissez entre écrire et l'écriture et la littérature? Quels sont les ponts ou les distinctions que vous opérez, si tant est que vous en opérez d'ailleurs? Alors, en créole, écrire se dit matcher. Un écrivain peut se dire matché. Le matché, c'est celui qui écrit, qui marque la parole. Écrire, c'est quelque chose, c'est d'abord effectivement cet acte intime, et ensuite la littérature, c'est ce que devient. C'est ce que devient cet acte individuel, cet acte intime, ce qu'on en fait à partir du moment où on décide de le partager, et les concepts qu'on élabore ou pas à partir de ce geste premier, du fait de matcher, physiquement, de marquer la parole. Et voilà, c'est ce qui me vient. J'ai une question concernant la langue et notamment le français. Est-ce que vous sentez encore le français comme langue du pouvoir, de l'occupation, de ceux qui ont tenu des esclaves, ou est-ce que ça a changé? Et justement, vous avez parlé de cette codification du français lors de cette conclave Villers-Cotterêts, et comparé au créole qui va dans tous les sens, qui n'est pas encore tout à fait codifié, où il y a un peu... les gens écrivent selon leur goût, comme eux ils le sentent. Est-ce que vous pouvez peut-être dire quelque chose là-dessus?
Alors, le créole est codifié. C'est le résultat d'un long combat avec des figures comme Jean Bernabé, comme Raphaël Confiant, Patrick Chamoiseau, Félix Lambert-Prudent, etc. Il y a une grammaire créole. Il y a ces personnes, ces personnalités se sont battues pour que le créole, la langue créole devienne... qu'il y ait un CAPES créole, et que cette langue soit enseignée dans les écoles. Donc il y a des professeurs qui sont formés à enseigner le créole, et c'est une matière du baccalauréat. Donc, mais ça n'a pas toujours été effectivement le cas. C'est un combat qui dure depuis très longtemps et qui n'est pas terminé. De temps en temps, il y a des tentatives de retour en arrière. Mais ces gens se sont battus, et je pense qu'ils ont obtenu quelque part victoire pour que cette langue soit reconnue comme une langue à part entière. Alors évidemment, on est plus dans une situation de diglossie que de bilinguisme, puisque effectivement le français reste la langue officielle, la langue de l'administration, la langue... mais comment dire, les deux langues, par exemple, quand j'étais enfant, mes parents se parlaient créole. Ils pouvaient s'adresser à nous en créole, mais nous, en tant qu'enfants, nous devions absolument répondre en français. Parce que le créole était effectivement considéré comme... parler créole aux parents, c'était un manque de respect vis-à-vis d'eux, mais c'était aussi prendre le risque de ne pas réussir à l'école, de ne pas s'élever socialement, etc. Aujourd'hui, donc, cette langue, elle est enseignée, les enfants apprennent des poèmes en créole. Il y a, le mois d'octobre est un mois entièrement dédié à cette langue. Et moi, quand j'écris, je ne décide pas je vais écrire en français ou je vais écrire en créole. Je me laisse traverser. J'écris plus de poésie en créole. Moins de romans, parce que c'est évident qu'il y a, même si la langue a été codifiée, la pratique, elle est beaucoup plus orale, et les gens ont parfois du mal à lire un roman, par exemple, un long texte de bout en bout, entièrement en créole. Mais mon rapport au français, parce que c'était le début de votre question, c'est un rapport évidemment paradoxal, puisque c'était la langue de la contrainte. Si j'osais parler créole, je n'y pensais même pas, parler créole à un enseignant, je me serais fait punir, expulser, etc. C'était à ce stade. Donc, un rapport paradoxal à cette langue que j'aime, que je trouve belle, et que je me suis finalement appropriée, que j'ai fait mienne. Mon français est traversé de la musique du créole, mon français est traversé de vocables créoles, par moments de syntaxe. Je peux commencer une phrase en français et la terminer en créole. Il y a cet espace de liberté que je m'octroie. Et donc, aujourd'hui, de fait, le français est ma langue. Mais c'est ma langue au même titre que le créole. Voilà, je me demandais si il y avait des outils, parce que c'est pas donné à tout le monde de rompre la fatalité par les résiliences. Donc, c'est vrai que tout le monde porte un mal-être. Vous parliez tout à l'heure de la Martinique et le trafic d'armes et la drogue, etc. Et c'est vrai que c'est le reflet du monde entier, finalement. Et donc, comment faire pour rompre la fatalité, pour
pourrait être irrésilient finalement. Comment y arriver? Je n'ai pas de réponse. J'ai des tentatives personnelles, mais aussi collectives. Je me considère comme une naïve volontaire ou une optimiste entêtée. Malgré tout, malgré toutes les horreurs qui nous sont déversées dans les médias, sur les réseaux sociaux, malgré cette réalité lourde, déprimante, etc., je crois fondamentalement en l'humain. Je crois que du plus profond désespoir, on a encore de la ressource. Et je fais beaucoup confiance au silence, parce que je crois que c'est dans le silence que déjà dans le silence que l'on peut toucher la blessure et qu'on peut aussi écouter ce qu'elle nous apprend de nous-mêmes, et peut-être aussi les remèdes qu'elle peut nous suggérer. Le silence est un allié plus puissant qu'on ne le croit. Et évidemment, j'ai la chance d'avoir l'écriture, j'ai la chance de pouvoir ensuite retranscrire quelque part ce dialogue intime avec la blessure et de voir se dessiner quelque part comme les arcanes, peut-être pas d'une solution, mais en tout cas de quelque chose qui me permet d'aller vers plus d'apaisement, qui me permet malgré la colère, malgré la douleur, de continuer d'être attentive à l'autre. C'est quelque chose aussi d'important pour moi, l'attention à l'autre. Ça nous sauve de tellement d'écueils, ça nous sauve de tellement de déchirements. L'attention à l'autre, qui n'est pas incompatible avec le fait d'écouter sa propre voix. Et prendre soin de l'autre, c'est aussi marcher son chemin de guérison, j'ai envie de dire. Et c'est la somme de ces chemins individuels, de silence, d'écoute de soi, d'attention à l'autre, qui peuvent permettre progressivement, en tout cas, c'est ce que je me dis, c'est ce que j'espère, de faire la différence. On le voit dans les catastrophes, et on se dit, mais on n'avait pas besoin d'une catastrophe pour se rendre compte à quel point on avait besoin les uns des autres, à quel point l'autre est important, à quel point l'autre est là, à quel point je peux être là pour lui, à quel point il peut être là pour moi. Et c'est ça, cette solidarité naturelle qui émerge quand il y a une catastrophe, c'est apprendre à la vivre finalement au quotidien, et pas seulement quand tout chavire. Vous parliez de la musicalité de la langue tout à l'heure. Est-ce que vous accepteriez de nous dire une partie de poème? En créole? Oui. Alors, je vais vous dire un texte qui figure sur... je viens de sortir un album où il y a effectivement des poèmes dits, des chansons, de la musique, qui s'appelle « Si tellement femme », c'est-à-dire « femme à ce point », à travers lequel j'essaye de dire les différentes facettes de ce que j'appelle l'être femme, mon être femme en tout cas. Et ce texte s'appelle « Just Blues ». Je l'ai écrit un soir de quelque chose qui était plus fort que la mélancolie.
Et en même temps, à travers ce blues, cette musique née aussi de la contrainte, hein, de l'esclavage aux États-Unis, que par-delà ce blues, mais il y a toujours quelque part une porte d'espoir. Blues, 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 just blues. Joie à chalvirer, on en met l'oubli, soleil, j'ai fermé la pote. 1000 ans nuit, Cavini, colonisé, dernier mot, solaté, au tisel, soleil, t'es 4 ans, toujours. I blues, 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 just blues. C'est just là pour un blues, monter mon la vie. Antivant qu'à courir en bodage, la thème, hein. Antivant qu'à lever robe toute flèle en nuit. Antivant vent lever, fait chez moi, ils sont nés. Antivant vent blues, blues, blues. Qu'à just chaillé moins, on en met la peine, blues. Pour parole qui trille biché ou à la pote chez moi, parole en pocodi, parole en péjin dit blues. Pour vitesse de l'eau en javessé, pour ça qui était moins, pour plaire encore blues. Pour ballon freiner ou la pote l'espoir mal, papaye. Aïe, c'est just là pour un blues. Pour l'espérance yo choué dans la rivière sans, pour Timoun sans maman et pour femme sans homme. Car à les draps, Freddy, on les corps aux abois, pour tout ça. Et pour toute question qui paye ni réponse. Pour tout ça aussi blues. Blues, just blues. Blues, mais... Ni un jour pour soleil levé en cabane, l'ennui même. Ni un jour pour parole aux abois, sorti danser à sous musique la vie. Ni un jour pour fleur l'espérance tiffée en béton armé souffrance. Aïe. Si ni l'ennui pour blues, just là pour un blues monter mode la vie, ni un jour, ouais. Ni un jour pour l'esprit et corps libéré, nager dans la rivière la joie. Sans pièce blues. Sans pièces blues. Sans pièces blues. Merci. Oui, j'ai une petite question. Pendant tout l'exposé, j'ai été interpellé par 2 mots. C'était le mot résister et survivre. Pendant tout, vraiment bon. Voilà. Et maintenant, en écoutant, je me dis, mais celui qui résiste, c'est quelqu'un qui n'est pas en état de survie, parce que quand vous devez survivre, soit vous survivez, soit vous êtes mort. Je vous dis c'est tel que ça me vient, hein, c'est peut-être pas. Et je dis ça parce que j'ai été interpellé tout au long de votre exposé, parce qu'il y a le mot guérir, et je me suis demandé, mais guérir, il faut guérir de ce que l'on a survécu, de ce que l'on a résisté, ou vous avez utilisé le mot traumatisme. Enfin voilà, pour moi c'est quelque chose qui m'interpelle, sachant que je précise que je ne suis pas dans la perspective qui est la vôtre, où il y a quelque chose de collectif. À 2 ou 3 reprises, vous avez dit mon peuple. Mon peuple, donc moi je pensais peut-être plus à quelqu'un qui a dû survivre individuellement à quelque chose qui lui est arrivé. Et la question donc vraiment que je me pose, quand vous dites guérir, qu'est-ce que vous appelez guérir par rapport à tous ces mots-là? Est-ce que c'est par rapport à traumatisme, par rapport au fait d'avoir survécu, par rapport au fait d'avoir résisté? Et alors, deuxième question, qui peut paraître bizarre, que répondriez-vous à quelqu'un qui vous dit « mais je suis quelqu'un qui a dû survivre et quelque part j'ai envie de rester cette personne qui a pu survivre en étant ce que j'ai été, comment j'ai réagi, enfin voilà, comment abandonner quelque chose que l'on a été, qui nous a permis de survivre, mais que peut-être vous ou d'autres considéreraient comme une souffrance ou quelque chose à guérir. Je ne sais pas si c'est clair, hein. Donc, non, c'est pas clair. Voilà. Je vais essayer de répondre à ce que j'ai compris, en tout cas, ou cru comprendre. Guérir quoi? Souvent, j'imagine, j'ai pu remonter mon arbre généalogique jusqu'à mon aïeule esclave. Elle s'appelait Manet. Mais je ne sais rien d'elle. Et donc, parfois, je l'imagine en train de décortiquer le maïs, de décortiquer le café, de récolter l'arachide, de jouer tout simplement sous le soleil d'Afrique, et quelque chose surgit qui
qui met fin à cette innocence dont elle n'avait même pas conscience. Et je l'imagine traversant avec ses parents l'Atlantique, avançant sur cette maison qui marche sur l'eau. Et donc ça, c'est la première chose, l'arrachement, la première chose dont nous avons à guérir. Parce que justement, on nous a dit, oubliez ça, c'est passé. Ok, ça s'est fait. Il y a eu cette histoire-là. Il n'y a jamais eu de mots de demande de pardon. Il n'y a jamais eu de « Ok, nos ancêtres ont fait ça. Et comment on peut faire maintenant ?» On nous dit simplement « C'est le passé, ça n'existe plus. » Et pourtant, économiquement, par exemple, ceux qui ont hérité des avantages de leurs ancêtres continuent d'en bénéficier, continuent d'occuper les meilleures terres, continuent de diriger l'économie, continuent de vivre en quasi-apartheid sur un petit bout de terre. Les choses dont nous avons à guérir, elles sont... Déjà, nous n'avions pas le droit de les nommer, ces choses dont nous avions à guérir. Parce que cette aïeule, quand elle a traversé l'Atlantique et qu'elle s'est retrouvée à devoir travailler, entre guillemets, à subir les violences sexuelles de son maître, et les familles démembrées, et les hommes émasculés, parce que comment un homme peut se construire, comment un homme peut grandir en sachant que sa compagne, sa femme, est obligée de subir les assauts du maître. Et les violences conjugales en Martinique, là aussi les chiffres sont inquiétants. À mon avis, elles prennent source là, dans ce non-dit par rapport à cette émasculation des hommes. Et le fait que des mots, et c'est là où j'en viens à la guérison, le fait que des mots n'aient jamais été posés sur cette violence, sur ces viols. Le fait que un homme qui a vécu cela, est-il possible qu'il n'y a pas un endroit en lui où se niche du mépris et de la colère pour sa femme, même s'il sait qu'on lui faisait violence? Donc, les motifs de guérison sont multiples. Et évidemment, il ne s'agit pas, encore une fois, de ressasser le passé. Il s'agit de nommer les choses. Quand, à la fin du système d'apartheid, Nelson Mandela a organisé ses commissions vérité et réconciliation. Il ne peut pas y avoir de réconciliation s'il n'y a pas eu d'abord le passage par la vérité, que les bourreaux entendent la voix de leurs victimes, que les choses soient nommées et qu'elles soient dites, parce que tant qu'elles ne sont pas nommées, on ne peut pas les dépasser, on ne peut pas en guérir. Et survivre, justement, dans ce contexte-là, pour moi, c'est essayer de faire avec, essayer de fonctionner en occultant tout cet obscur qui n'a pas été nommé. Et je crois que nous méritons mieux pour nous-mêmes que de continuer à porter ce poids du silence, ce poids des choses non nommées. Et en ce moment, à Martinique, c'est le carnaval. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du carnaval. Et c'est incroyable de voir comment les gens explosent
de joie, d'allégresse, d'inventivité. C'est comme si le carnaval est une soupape quelque part, où on se lâche, où les hommes se déguisent en femmes, où les femmes montrent leurs atours, où la musique explose, les couleurs explosent, etc. C'est une soupape nécessaire, mais et ces moments festifs sont nécessaires. Mais je crois que nous pouvons nous offrir aussi de vivre pleinement. Et là aussi, je m'en remets au pouvoir thérapeutique de la création. Créer, ce n'est pas seulement écrire, ce n'est pas seulement dessiner, ce n'est pas seulement peindre. Un cuisinier qui invente des recettes pour donner du bonheur gustatif aux gens, c'est de la création. Un mécanicien qui va remettre une voiture à neuf et va la rendre belle, sécure, c'est de la création. Donc on a un champ d'action, j'ai envie de dire, que chacun, là où il est, avec ce qu'il sait, avec ce qui le nourrit, eh bien, participe justement à cette création, à ce partage de la création et à ces tentatives, en tout cas, d'aller mieux ensemble. Bon, une toute dernière question. Bonjour. Vous parliez de la force du silence et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un paradoxe avec votre écriture qui prend le rôle de porte-voix. Comment vous expliquez cela? L'irrésilience serait-elle le fait d'utiliser soit le silence, soit la parole à tour de rôle en fonction du besoin le plus important? Alors, je pense qu'au commencement est le silence. Et que c'est du silence que va naître ensuite la parole et l'action que la parole déclenche. Donc, c'est comme le préalable à tout pour moi, c'est le silence. Et de ce silence naît la parole et naît la possibilité, en tout cas, de l'action. On a toujours le choix, évidemment, on a toujours le choix. Comme monsieur disait tout à l'heure, on peut choisir juste de rester tranquille parce qu'on a réussi à se trouver un équilibre, bon an, mal an. Et il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Chacune fait du mieux qu'il peut, du mieux qu'elle peut avec les quelques outils, les quelques armes, les quelques parades aussi, parfois, que nous avons. Et donc il n'y a pas de contradiction, en tout cas, il y a comme un processus, en fait. Merci beaucoup, Nicole. Merci beaucoup, l'Université de Mons, de nous avoir accueillis. Si vous voulez prolonger la réflexion, le livre de Nicole est disponible à l'entrée. Tu te feras, j'imagine, un plaisir de faire une dédicace pour ceux qui le souhaitent. Je vous remercie beaucoup de votre attention. La séance a été enregistrée. Elle sera partagée sur les réseaux habituels, via le site de PEN Belgique, j'imagine via les sites aussi de l'université. Donc, vous aurez la possibilité de revoir tout ça. Nous allons aussi publier le livre qui reprend les 4 conférences de la chaire. Donc, tout ça se fera dans les prochains mois. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Merci à vous.